On est en 2025 dans une soirée, et alors qu'on discute dans les canapés, je vous tends une pilule. Vous me faites confiance, donc vous décidez de la prendre. No sleep, don't stop, don't stop. Aujourd'hui, on va partir en voyage dans le temps. On va aller dans le futur. En fait, j'y suis déjà allée, mais je voulais absolument vous y emmener. On va en apprendre beaucoup sur nous, sur notre espèce, sur son avenir. Et vous allez voir, c'est encore plus fou que tout ce qu'on peut s'imaginer. Mais avant, on doit passer par le passé. Vous découvrirez bientôt pourquoi, mais pour le moment, il y a juste à me suivre. Voilà Jeff. Il vit en moins 100 000 avant Jésus-Christ. Et un jour, alors qu'il s'occupait du feu et qu'il avait besoin de plus de bois, il a eu une idée révolutionnaire. Sortir le son bois pour désigner le bois. Il l'a répété aux autres et alors ils se sont mis d'accord que le son qui, en soi, veut rien dire bois, désignerait cette partie marron de l'arbre. Il n'avait plus qu'à dire bois et on lui rapportait du bois pour le feu. 50 000 ans plus tard, les hommes parlent les premières langues en combinant des mots pour former des phrases. Chacun peut maintenant transmettre ses connaissances aux autres, ce qui développe notre intelligence collective. Ensuite, avec l'écriture, on a pu transmettre les connaissances pas seulement aux humains à côté de nous, mais aux humains des prochaines générations. Et finalement, on a créé l'imprimerie qui a permis de multiplier les supports de connaissances et donner accès à cette connaissance à tous les milieux. Et plus on a pu communiquer à grande échelle et accumuler les connaissances de génération en génération, plus les hommes ont inventé des trucs qu'aucun humain aurait pu inventer tout seul. Des voitures pour se déplacer, de l'électricité, des vaccins, des fusées, des satellites et enfin, l'invention la plus marquante de notre quotidien aujourd'hui, le smartphone. Cette fois, on avait carrément mis toutes les connaissances juste ici dans notre poche. Pourtant, voilà ce qu'on a dit à propos de cette invention à la conférence annuelle de Meta en 2017. In my entire career, I've never seen something as powerful a force in the world as the smartphone. This little black box has allowed us to connect to people far away from us, but it has also cost us something. It has allowed us to connect to people far away from us, too often at the expense of people sitting right next to us. We've all begun to feel it. La Little Black Box avait un effet négatif imprévisible, nous enfermer. We'd all be better off if we looked up a little more often. Et c'est bien là la solution qu'essaye de créer Meta à l'enfermement dans la Little Black Box, une solution sur laquelle il travaille depuis de nombreuses années, les lunettes de réalité augmentée. Un monde où toutes les connaissances, le plaisir et l'utilité des smartphones d'aujourd'hui seraient instantanément accessibles, en complément de la réalité, les yeux levés et les mains libres. Donc plus d'enfermement dans la Little Black Box. Mais si on a les mains libres, comment interagir avec les lunettes ? Comment envoyer un message ? Comment lancer une musique ? Avec la voix, c'est vrai qu'on a tous déjà utilisé l'assistant vocal, sauf que si je suis, disons, dans un lieu public avec des gens autour de moi, jamais je parlerai à haute voix à mes lunettes. Sinon, il y a le clavier ou les manettes, mais dans ce cas, il faut se balader avec un deuxième objet et c'est plus du main libre. Ils se sont bien rendus compte du problème. Il leur fallait une manière d'interagir qui soit silencieuse, discrète comme la saisie, mais avec le confort des mains libres. Ils se sont tournés vers une solution qui m'a surpris, la neuro-ingénierie. Taper directement à partir de son cerveau. What if you could type directly from your brain? It sounds impossible, but it's closer than you may realize. A brain mouse for AR. Un appareil qui permettrait de taper sur un outil numérique sans bouger, juste par les pensées. De la sorcellerie en fait. Comment ils peuvent y croire ? Mais le truc, c'est qu'ils ouvraient vraiment un programme de recherche sur les interfaces cerveau-machine, le Silent Speech Interface Project. Et s'ils ouvrent un programme, c'est qu'ils vont vraiment investir de l'argent dessus, qu'ils y croient. Et si Meta y croit, c'est que c'est sûrement possible. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce sujet, sachez que j'ai fait une page sur GitHub qui retrace toutes mes recherches, les articles scientifiques les plus intéressants que j'ai vus, les sources et tout. Et pour la créer, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Mammut. Concrètement, c'est juste une plateforme qui regroupe tous les meilleurs modèles d'IA qu'on connaît en un seul endroit. Donc t'as des IA qui génèrent du texte comme ChatGPT, Mistral, Grok et tout. T'as les générateurs d'images comme Midjourney, Dall-E. Et enfin les IA adaptées à la recherche web comme OpenPerplex. Et c'est ce super outil qui sponsorise la vidéo aujourd'hui. Donc dans mon cas, ça m'a permis de faire des résumés de ce que j'avais en notes. J'ai aussi utilisé les générateurs d'images là pour illustrer ce que je raconte. Et ce que j'aime bien, c'est que si t'aimes pas la réponse d'un modèle, bah t'as juste à en essayer un autre. C'est juste trop pratique d'avoir tout au même endroit. Et ça coûte 10 € par mois, donc en fait ça revient moins cher que d'avoir plusieurs abonnements séparés. Après avoir un peu arrangé les trucs à la main et tout, ma page était prête, donc je vous mets le lien en bio de ma page et de Mammut.
Pour comprendre comment c'est possible, il faut d'abord connaître le fonctionnement de deux éléments qui sont centraux dans notre corps, le cerveau et la moelle épinière, dont on va vraiment simplifier le fonctionnement. Deux organes qui, contrairement à presque tout le reste, sont, avec les technos actuels, impossibles à transplanter. Quand on se regarde dans le miroir, on a l'impression que ce qu'on est, c'est ça. En réalité, c'est surtout l'enveloppe, la machine dans laquelle on roule. Ce qu'on est vraiment, c'est peut-être plutôt ça. Et la raison pour laquelle c'est compliqué à transplanter, c'est parce que dedans, il y a des neurones. Dans le cerveau, il y en a des milliards de différents types. Ils ont un corps cellulaire, un axone, des dendrites. Il y en a dans toutes les zones, dont le cortex. C'est grâce à lui qu'on peut penser, bouger, parler, sentir, se souvenir, quand les autres parties, disons, sont là plus pour les fonctions vitales. Enfin, en réalité, ça se passe surtout dans la matière grise. C'est là qu'il y a essentiellement les corps cellulaires des neurones qui communiquent entre eux grâce aux axones qui, eux, sont blancs. Donc en gros, tout ce qu'il faut retenir, c'est que la majorité des trucs complexes se passent dans cette couche d'environ 3 mm. La largeur d'un spaghetti numéro 5 Barilla, et la majeure partie de l'espace en dessous, c'est en gros des câbles pour communiquer. Dans la continuité du cerveau, il y a ce cordon nerveux, la moelle épinière, et enfin qui s'étendent partout jusqu'aux muscles, les nerfs, qui correspondent juste aux axones de neurones. Et ça, c'est ce qui contrôle beaucoup de choses. Les mouvements, la parole, les sensations. Tiens, regarde cette mouche sur mon bras là. Les récepteurs sensitifs qui sont dans les tissus de ma peau, ils captent qu'il y a une mouche puisqu'il y a un stimuli. Donc ils génèrent un signal électrique qui est transmis tout le long des nerfs jusqu'à la moelle épinière. Là, ça établit des connexions avec d'autres neurones. Les neurones de la moelle épinière transmettent le signal au cerveau. Arrivé au cerveau, le signal est traité dans le cortex. C'est à ce moment-là que je capte qu'il y a une mouche sur mon bras. Ça évalue la situation et ça décide d'agir pour l'enlever. Donc le cortex envoie des signaux qui descendent dans la moelle épinière et active les neurones qui envoient un signal qui entraîne la contraction des muscles. Et la mouche s'envole. Tout du long, il y a eu des signaux électriques qui ont été générés dans le cerveau, comme le message de bouger le bras par exemple. Donc, si tu as un appareil qui arrive à enregistrer ce signal et le comprendre, bah, il peut savoir que là, tu comptais bouger ton bras droit, ou alors que là, tu comptais dire tel mot avec les muscles de ta bouche. Ça s'appelle des interfaces cerveau-ordinateur. Celle-là, elle est implantée sous la peau, mais celle que Meta veut créer, c'en est une qui soit non invasive, qui reste à l'extérieur de la tête. Imaginez, vous êtes posé et vous pouvez répondre à un message sur votre ordinateur sans le toucher, ou même éteindre la lumière ou changer de chaîne. Ce serait incroyable. Une interaction directe avec la machine. Après le clavier, la souris, la voix, il y aurait le cerveau. Mais un appareil comme ça pourrait intéresser beaucoup d'industries. Dans le médical, pour redonner la parole à des personnes tétraplégiques. Dans le militaire, pour contrôler des technologies. Ils peuvent pas être tout seuls sur le dossier. On est en 2017 quand Meta annonce ce projet et en réalité, ils sont loin d'être tout seuls à se pencher sur le dossier. Un an plus tôt, Elon Musk cofonde Neuralink qui développe une interface cerveau-ordinateur capable de décoder l'activité neuronale pour la traduire en action, ce qui permet à des patients tétraplégiques de contrôler une souris sur un écran. You just played some music? Yeah, man. That's awesome. Plus de 643 millions de dollars levés depuis le début. En 2022, Bill Gates et Jeff Bezos investissent dans Synchrone, développent aussi des interfaces cerveau-ordinateur utiles dans le médical. 145 millions de dollars levés depuis sa création. Apple dépose plusieurs brevets pour des technologies qui impliquent l'utilisation d'électrodes ou de capteurs neuronaux. Par exemple, dans les AirPods, Peter Thiel, cofondateur de PayPal, investit dans une autre entreprise du même type, BlackRock Neurotech. On pourrait aussi citer BrainGate, Kernel, Paradromics, Précision Neurosciences et d'autres. Ça fait pas mal de concurrence et d'investissement. Alors c'est sûr que ça a le potentiel de restaurer des fonctions et d'aider au traitement de maladies, comme la SLA, les AVC ou les lésions de la moelle épinière. Mais en réalité, il y a aussi des enjeux financiers là-dedans, parce que les potentiels patients qui pourraient être aidés par des interfaces cerveau-ordinateur, ça représente 10 millions de personnes rien qu'aux États-Unis, selon la banque d'investissement Morgan Stanley. Et ils estiment que le marché potentiel pourrait être de 320 milliards de dollars uniquement aux États-Unis autour de 2040. Mais le truc, c'est que pour réussir à prendre ce marché et bouleverser la manière dont l'être humain communique avec les machines, faut déjà réussir à extraire la bonne information du cerveau. Au premier abord, ça n'a pas l'air si compliqué, et pourtant, ce qui se passe dans le cerveau, c'est à une échelle très petite. Alors vous savez quoi, pour vraiment comprendre ce qui se passe là-dedans, on va mettre le cerveau à échelle humaine en le multipliant par 1000. On retire la partie du cortex où il se passe tous les trucs, on l'aplatit, ça fait environ un carré de 48 cm par 48 cm, une serviette de table, hein. On fait x 1000, ce qui fait 480 mètres de côté. 480 mètres, ça correspond à Notre-Dame jusque là. Pour faire le tour du cortex à pied, faudrait 24 minutes. 1 mm de cerveau, maintenant c'est 1 mètre, et les 3 mm d'épaisseur, c'est 3 mètres de haut. Le cerveau non aplati, il rentre dans un carré de la longueur de côté de Notre-Dame. Bon, maintenant qu'on est à l'échelle, on peut aller dans la rue, sortir un cube de 1 mètre par 1 mètre et observer un peu ce qu'il y a dedans.
Le premier truc qu'il y a, c'est les somas. Apparemment, ceux-là, ils font entre 10 et 15 micromètres, donc 1 à 1,5 cm, une bille quoi. Et il y a genre 20 milliards de somas dans tout le cortex. Cortex qui fait au total 500 000 mm3, donc 20 milliards divisé par 500 000, ça fait qu'il y a 40 000 somas juste dans notre cube là. Donc une bille tous les carrés de 3 cm par 3 cm. Mais les somas, c'est qu'une petite partie du neurone. À chaque soma, il y a des dendrites qui partent jusqu'à des centaines, et elles peuvent s'étirer sur 20, 30 cm, voire 1 mètre. À l'autre extrémité, il y a un axone qui peut mesurer plus de 100 mètres quand il va vers une autre partie du cortex, d'ailleurs même 1 km si descendait jusqu'aux muscles et tout. Et chacun de ces axones est d'une épaisseur d'environ 1 mm, ce qui fait concrètement un énorme entrelacement de plein de spaghettis. Ah oui, et chaque neurone a des connexions avec pas moins de 1000 ou parfois même 10 000 autres neurones. Et rien que dans notre cube là, il y a plus de 20 millions de connexions entre neurones. Mais c'est pas tout, parce que non seulement il y a des spaghettis qui sortent de chacune des 40 000 billes de notre cube, il y a aussi des milliers d'autres spaghettis qui traversent notre cube en provenance de d'autres parties du cortex. Mais il y a aussi d'autres cellules dans le cerveau qui s'appellent des cellules gliales qui protègent les neurones, qui éliminent les déchets et tout. Et il y en a à peu près le même nombre qu'il y a de neurones, donc environ 40 000 en plus. Enfin, les vaisseaux sanguins, parce qu'il y a dans chaque millimètre cube du cortex, il y a 230 mm de vaisseaux sanguins, fois 1000, ça veut dire qu'il y en a 230 mètres rien que dans notre cube. Et le pire, c'est que tout ce qu'il y a dans notre carré là, ça tient dans 1 mm3. Et ce millimètre cube, avec tout ce qui se passe à l'intérieur, ça représente qu'un 500 millième du cortex. Si on décomposait tout le cortex géant en cubes d'1 mètre de côté et qu'on les aligne, il s'étendrait sur 500 km. Ça fait Paris-Bordeaux. Et à tout moment, si on s'arrête sur la route, on pourrait regarder dans le cube devant lequel on est et il contiendrait toute cette complexité à l'intérieur. Et tout ça, c'est en ce moment dans notre cerveau. C'est incroyable, non ? C'est incroyable, mais maintenant, imaginez vouloir enregistrer et décoder l'activité de que un ou quelques neurones précis dans toute cette symphonie électrique. Surtout qu'en plus, dans la réalité, le cortex, il est même pas plat. Ouais, compliqué. Mais c'est pas parce qu'il y a des défis techniques que c'est impossible. Je pense que pour les gens de 1910, créer une fusée capable d'amener les hommes sur la Lune, ça paraissait aussi être un défi technique difficile à croire. Pourtant, on a bien marché sur la Lune. Alors pour faire face aux défis techniques, chaque entreprise développe son interface serveur-ordinateur. Certaines implantent des électrodes qui sont invasives et qui permettent d'enregistrer ou stimuler des petits groupes précis de neurones, comme Neuralink, quand d'autres utilisent des méthodes moins invasives qui rendent un signal moins précis. Signal qui, une fois enregistré, doit être traité avec différentes techniques et modèles d'IA. Et année après année, les articles de recherche sur le sujet augmentent. Comme si finalement toute l'industrie travaillait sur comment construire l'allumette qui sera capable d'allumer la mèche. Mais alors comment Meta construit son allumette ? Ils vont se tourner vers les centres de recherche et soutenir financièrement une équipe de chercheurs de l'Université de Californie, le Chang Lab, qui travaille déjà depuis plusieurs années sur une prothèse pour restaurer la communication vocale chez les personnes qui ont perdu la capacité de parler, en détectant la parole intentionnelle à partir de l'activité cérébrale en temps réel. Pour ça, ils utilisent des électrodes implantées sous la peau à la surface du cerveau, et si le Chang Lab y arrive et que Meta réussit à acquérir le même signal à partir de l'extérieur de la tête, elle pourrait bien avoir son allumette. En parallèle, ils investissent dans d'autres centres comme le laboratoire Johns Hopkins qui travaille sur d'autres méthodes. Et 2 ans plus tard, ils font une de leurs plus grosses acquisitions, la start-up CTRL Labs, pour une somme entre 500 millions et 1 milliard de dollars selon Bloomberg. Sûrement leur plus grosse acquisition depuis 2014, et voilà ce qui les intéresse, ce bracelet. Un bracelet qui récupère les impulsions électriques non pas au niveau du cerveau, mais au niveau des neurones du bras, ce qui permet de savoir comment je veux bouger mon bras avant même que je le bouge. Et voilà une démo de ce qu'ils veulent faire avec. Juste un petit mouvement de pouce pour vérifier ces messages, répondre ou prendre une photo. Ou jouer en bougeant quasi pas la main. If you wanted to blow their minds, delight their imaginations, what would you show them right now? And one of the wilder things that we're working on is this neural interface. You'll be able to, in the future, essentially just like type and control something, like by kind of thinking about how you want to move your hand, you'll have this completely kind of private and discreet interface where you can like walk around, you know, throughout your day, text your friends, and then basically just get the response back in real time. So I think that is just going to be insane. Et c'est finalement ça la solution qui les a convaincus, parce qu'en 2021, Meta annonce l'arrêt du Silent Speech Project en disant, bien que nous croyons toujours au potentiel à long terme de ces technologies, nous avons décidé de concentrer nos efforts immédiats sur une approche d'interface neuronale différente qui a un chemin de commercialisation à plus court terme, c'est-à-dire le bracelet. We're quite a few years into it, and we're actually kind of close to having a product in the next few years. Mais malgré le fait qu'ils aient abandonné l'idée d'une interface neuronale au niveau du cerveau à cause du fait qu'ils voulaient commercialiser rapidement, quand un journaliste demande au directeur de recherche du Silent Speech Programme « Est-il possible de décoder la parole à partir de l'activité cérébrale et est-il possible de la décoder avec un appareil portable ?», le directeur répond « Nous pensons que ça finira par être possible ».
Et en effet, depuis, il y a eu des prototypes d'allumettes assez incroyables, et je vais vous parler de 3 de ces prototypes. En 2023, une équipe de recherche a été capable de décoder la parole pensée à une vitesse d'en moyenne 62 mots par minute, avec un taux d'erreur de seulement 10% après un jour d'utilisation, et ça sur un vocabulaire de 125 000 mots. À titre de comparaison, quand un adulte moyen parle, il parle à une vitesse d'en moyenne 150 mots par minute, et utilise environ 500 mots par jour dans la vie courante. Le Changlab a aussi eu des résultats assez incroyables en décodant la parole à une vitesse d'en moyenne 78 mots par minute, avec un taux d'erreur de 25% pour un vocabulaire de 1024 mots. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je pourrais, avec une interface implantée dans mon cerveau, être capable d'envoyer 62 mots par minute à un outil numérique, après un jour d'utilisation, avec seulement 10% d'erreur. Mais c'est pas tout, parce qu'en octobre 2023, des chercheurs du Facebook AI Research ont mis des volontaires dans un scanner de neuroimagerie et leur ont fait voir des images pendant 1,5 secondes, et à partir de l'activité cérébrale, ils ont réussi à reconstruire en temps réel ce que les volontaires voyaient. Même si les images générées elles sont pas parfaites, on voit qu'on retrouve les bonnes catégories d'objets. Et on pourrait aussi citer cet homme qui est capable d'utiliser un Vision Pro avec son implant. Alors ce serait plus facile de faire croire que c'est une grande révolution qui arrive et de faire dans le sensationnel, mais en réalité il y a encore beaucoup de défis, malgré ces avancées incroyables. D'abord il y a l'implantation. Tant qu'on doit subir une chirurgie du cerveau, j'imagine mal le grand public avec chacun son interface. Je pense que tant qu'on n'aura pas une méthode pour implanter facilement, ou alors qu'on n'aura pas réussi de l'extérieur de la tête, ça deviendra difficilement un produit grand public. Ensuite il y a tous les autres défis techniques, avoir un appareil qui n'est pas rejeté par le corps et qui n'a pas besoin d'être changé. Il faut aussi réussir à vaincre le scepticisme du public. Et enfin il y a les enjeux éthiques, réussir à créer un appareil qui préserve notre intériorité. Mais pour autant, à cette époque-là, les défis pour arriver à la Little Black Box étaient au moins aussi impressionnants. Alors il y aura forcément des avancées technologiques dans notre futur qui nous semblent aujourd'hui inconcevables. Imaginons que ce soit les interfaces serveur-ordinateur et qu'on arrive à un moment de notre futur où tous ces défis sont résolus. Quel monde allumera notre allumette ? Moi j'aime bien l'idée selon laquelle elle allumera une nouvelle dimension de la communication. Aujourd'hui, quand je communique, d'abord j'ai une pensée que je veux dire. Je modélise l'état d'esprit de la personne d'en face et j'essaye de choisir les meilleurs mots qui permettraient à la personne de comprendre au mieux ma pensée. Ensuite, j'active mes muscles de la bouche et mes gestes pour le dire. Et j'espère que l'autre décompressera dans son cerveau une pensée aussi proche que celle que je voulais transmettre. Pareil pour une émotion, quand je reçois une émotion, ça peut être très dur à expliquer à quelqu'un. Alors imaginez que je puisse directement lui transmettre mes pensées sans avoir à parler ou directement lui faire ressentir mes émotions quelques secondes. On pourrait transmettre les informations beaucoup plus rapidement et beaucoup plus précisément. Peut-être qu'alors on deviendrait des humains beaucoup moins enfermés et beaucoup plus communicants. Don't stop. Don't stop.